Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Daniel Méran, directeur du SMUR du bataillon de marins-pompiers de Marseille et référent en secours à personne pour le bataillon. La présentation des recommandations 2019 sera réalisée en 4 parties. Cette partie est la première et porte sur les principes généraux et les urgences vitales. La deuxième portera sur les affections médicales, la troisième sur les affections traumatiques et enfin la quatrième sur les pathologies circonstancielles. Ces 4 présentations ont pour objectif de voir l'ensemble des nouvelles dispositions applicables cette année et qui concernent le secours à personne au BMP. Le guide opérationnel de secours à personne ainsi que l'application pour smartphone et tablette ont également été mises à jour. Environ la moitié des fiches du guide opérationnel de secours à personne ont fait l'objet d'une mise à jour tant sur la forme que sur le fond. La mise à jour de ce guide a été possible grâce au travail réalisé par la commission médicale du Comité national de protection civile à la demande de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille, tout comme la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français et certaines associations agréées dans l'enseignement du premier secours en équipe sont membres de cette commission médicale. Son travail a donc été de proposer à la DGSCGC des mises à jour du contenu technique de la formation de premier secours en équipe et de secours à personne. Ces mises à jour sont le fruit d'un consensus médical qui est basé sur les recommandations internationales et les données actualisées de la science. Toutefois, les données de la science ne permettent pas toujours de définir une seule façon de procéder. Dans ce cas, c'est la commission médicale, en s'appuyant sur l'expertise de ses membres, qui détermine les différentes conduites à tenir ou techniques à appliquer. Les décisions proposées par la commission médicale ont toujours été consensuelles. Certaines techniques ou conduites à tenir n'ont pas été retenues et ne sont pas proposées car les preuves scientifiques n'étaient pas suffisantes pour lever certaines controverses. Les autorités médicales de chaque organisme ou association sont dans ces situations à même de prendre les décisions applicables sur le terrain dans leurs organismes ou associations. À partir de cette année, les mises à jour suivantes seront rythmées par les avancées de la science, le travail des commissions, le retour du terrain et auront un rythme annuel. Cette mise à jour, comme nous l'avons dit, ne porte pas sur la totalité des fiches. Les chapitres qui portent sur les principes généraux du secourisme, l'anatomie et la physiologie, ainsi que les bilans, ne font pas cette année l'objet de modifications. Les modifications portent essentiellement sur les conduites à tenir et sur les techniques et matériels. Il existe 2 nouvelles fiches de conduite à tenir et 4 nouvelles fiches de technique. 38 fiches de conduite à tenir et 24 fiches techniques ont été revues et mises à jour. La numérotation par version des fiches permet de reconnaître facilement celles dont les modifications nécessitent une mise à jour et un entraînement de la part des équipiers secouristes. Ces fiches ont le premier chiffre de version qui est incrémenté de 1 niveau. Celles dont les modifications doivent faire l'objet d'une information auprès des utilisateurs voient leur second chiffre incrémenté d'1 niveau. Enfin, les fiches qui présentaient des erreurs orthographiques ou grammaticales ont fait l'objet d'une correction. Dans ce cas, c'est leur dernier chiffre de version qui est incrémenté de 1 niveau. Nous allons débuter cette revue des mises à jour par la protection et la sécurité. Les modifications apportées sont somme toute modérées. En ce qui concerne les mesures de protection et de sécurité, 3 points font l'objet de mises à jour. Le masque de poche ou les écrans faciaux sont retirés de la liste des matériels qui permettent de réaliser une ventilation artificielle. Bien qu'ils ne fassent pas partie de l'inventaire du VSAV ou des équipements de protection individuelle au bataillon des marins-pompiers de Marseille, certains équipiers en ont personnellement en leur possession. Si le masque de poche permet de limiter l'effet de répulsion que l'on peut ressentir lorsque l'on réalise une ventilation artificielle par une méthode orale, aucune preuve scientifique ne permet de dire qu'il limite les risques de transmission de maladies infectieuses par voie respiratoire. Ainsi, si une équipe de secours doit réaliser une ventilation artificielle, elle doit disposer d'un insufflateur manuel pour réaliser cette ventilation. Il est donc nécessaire, lorsque l'on se rend auprès d'une victime, d'apporter avec soi, dans le sac de secours, un insufflateur manuel pour ne pas avoir à réaliser de méthode orale de ventilation artificielle. Le second point porte sur la contamination. Sa définition est précisée pour englober non seulement la pénétration de germes à l'intérieur de l'organisme, mais aussi les germes qui se déposent sur la peau sans pénétrer dans l'organisme. Tel est le cas des puces,
des punaises de lit ou de la gale, qui si elles ne sont pas des maladies dangereuses, peuvent causer des désagréments et toucher aussi les équipiers secouristes. Enfin, et pour terminer, sur les mesures de protection et de sécurité, le port de gants à usage unique apporte une protection du secouriste contre la contamination, non seulement à partir du sang, comme cela a été indiqué dans le précédent guide opérationnel, mais aussi à partir de tous les liquides biologiques, y compris les urines et la salive. Les modifications qui portent sur la partie urgence vitale sont plus conséquentes. Nous allons les envisager dans cette première partie de la présentation des recommandations 2019. Tout d'abord, envisageons l'obstruction aiguë des voies aériennes par corps étranger. Nous entendons par aiguë la brutalité ou la rapidité de survenue de cette obstruction. L'obstruction aiguë des voies aériennes peut être grave, c'est-à-dire totale si les voies aériennes sont complètement obstruées, ou presque totale lorsque les voies aériennes ne sont pas complètement obstruées, mais que la quantité d'air qui arrive au poumon n'est pas suffisante. Dans ce cas, la victime présente une détresse respiratoire par manque d'air qui évolue inexorablement vers une aggravation, un épuisement de la victime et un arrêt de la respiration. On se retrouve devant une victime qui ne peut plus parler ou qui parle avec difficulté, ne peut pas tousser et ne peut expulser le corps étranger. Les manœuvres de désobstruction des voies aériennes sont dans ce cas indispensables. Lorsque l'obstruction n'est pas suffisante, pour obstruer les voies aériennes, on parle d'obstruction partielle. Dans ce cas, la détresse est minime et la victime peut continuer à respirer suffisamment, même si elle se plaint d'avoir des difficultés. Elle tousse souvent violemment et arrive dans la majorité des cas à expulser le corps étranger. Toutefois, tout ou partie du corps étranger peut avoir migré à l'intérieur des poumons et secondairement, parfois plusieurs jours après, la victime peut présenter des complications pulmonaires, notamment infectieuses. Ainsi, toute survenue d'une obstruction partielle des voies aériennes par corps étranger nécessite un avis médical. Dans cette fiche, certaines causes d'obstruction ont aussi été détaillées, notamment chez la personne âgée et surtout chez l'enfant où l'on constate une augmentation des cas d'obstruction des voies aériennes, notamment par inhalation de magnètes. Enfin, le choix des techniques de désobstruction que l'on réalise devant une victime qui présente une obstruction aiguë et grave des voies aériennes doit se faire en fonction de la corpulence de la victime et du sauveteur, mais pas uniquement en fonction de l'âge de la victime. Les fiches conduites à tenir et techniques qui concernent les hémorragies externes ont été revues de façon à prendre en compte les nouvelles données de la science et les principes du damage control qui ont été instaurés ces derniers mois. Le damage control ne se limite pas à une conduite à tenir secouriste. Il s'agit de toute une stratégie de prise en charge des victimes qui présentent une hémorragie, stratégie qui débute par l'action du secouriste sur le terrain et qui se termine par l'action du chirurgien à l'hôpital. La compression manuelle est le gold standard de l'arrêt d'une hémorragie et l'un des premiers gestes de secours à réaliser devant une victime qui présente un saignement abondant. Cette compression manuelle peut être relayée par un pansement compressif qui doit être réalisé avec des pansements spécialement prévus à cet effet et qui ont une grande efficacité en termes de compression et de facilité de mise en place. Tel est le cas du pansement compressif d'urgence que l'on appelle encore couramment le pansement israélien. Ce pansement fait l'objet d'une présentation spécifique qui détaille les modalités de son utilisation et la technique de mise en place. Vous trouverez une vidéo de cette présentation en ligne sur notre site habituel. Devant une hémorragie importante qui siège au niveau d'un membre, si la compression manuelle est impossible ou inefficace, il est essentiel de ne pas perdre de temps et de mettre en place un garrot pour interrompre le saignement. Si le saignement n'est pas arrêté rapidement, la victime présentera les conséquences d'une perte importante de sang, c'est-à-dire une détresse circulatoire dont l'évolution s'effectue ensuite pour son propre compte, même si le saignement est interrompu. Il faut donc lutter contre cette aggravation en gardant la victime allongée et en protégeant la victime du froid, qui est un facteur aggravant majeur de la détresse circulatoire. Le garrot est un outil qui peut être utilisé pour arrêter une hémorragie en zone dite garrottable, c'est-à-dire au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. Le garrot doit être mis en place lorsqu'une compression directe est impossible, par exemple si la compression est inefficace, si la plaie est inaccessible, si elle contient un corps étranger ou s'il s'agit d'une fracture ouverte. L'objectif du garrot est d'arrêter le plus rapidement possible le saignement. C'est pourquoi il peut être largement utilisé lors de situations catastrophiques avec de nombreuses victimes qui nécessitent des gestes de secours immédiats.
Dans ces situations, le secouriste ne doit pas hésiter à recourir rapidement au garrot pour sauver la vie des victimes. Une équipe médicale peut secondairement remplacer le garrot par un pansement compressif après avoir examiné la plaie. Le garrot est placé entre la plaie et le cœur, quelques centimètres au-dessus de la plaie, au niveau de la jambe, de la cuisse, de l'avant-bras ou du bras, en fonction de la localisation de la plaie. En cas d'inefficacité, il faut s'assurer qu'il est correctement serré et ne pas hésiter à placer un second garrot au-dessus du premier pour compléter l'arrêt du saignement. Si vous êtes obligé de recouvrir avec une couverture un garrot pour protéger une victime du froid, il est alors nécessaire de signaler que la victime est porteuse d'un garrot, surtout lorsqu'il existe de nombreuses victimes. Vous pouvez inscrire une marque comme un G sur le front de la victime ou en le notant très visiblement sur la fiche d'intervention secouriste ou la fiche médicale de l'avant. Le garrot commercial est particulièrement efficace et facile à mettre en place. Il utilise le plus souvent un dispositif de tourniquet pour assurer le serrage ou un système de serrage à cliquer. Le garrot improvisé est moins efficace et plus difficile à réaliser, mais doit être réalisé en l'absence du garrot commercial. Le pansement imprégné de substances hémostatiques est un nouveau moyen accordé aux secouristes pour améliorer les techniques d'arrêt des hémorragies. Placé au contact du vaisseau qui saigne, le pansement imprégné de substances hémostatiques a le pouvoir de concentrer l'eau contenue dans le sang et de déclencher un phénomène de coagulation accéléré. Ce pansement est contenu dans un sachet hermétique et est à usage unique. Le pansement imprégné de substances hémostatiques est particulièrement indiqué pour les hémorragies externes non garrotables, c'est-à-dire qui siègent à la racine d'un membre, comme au niveau du creux axillaire ou du pli de l'aine, mais aussi qui siègent au niveau du tronc, des fesses, du cou ou de la tête. L'efficacité du pansement imprégné est dépendante de la méthode de mise en place. Le produit hémostatique est d'autant plus efficace qu'il est placé au contact du vaisseau sectionné. C'est pour cela qu'après avoir sorti le pansement de son emballage, il faut l'introduire directement à l'intérieur de la plaie. Il ne faut pas recouvrir la plaie avec un pansement, mais véritablement remplir la plaie avec le pansement imprégné pour faire ce que l'on appelle un packing qui donne naissance à un véritable bouchon pour arrêter l'hémorragie. Après avoir rempli la plaie avec le pansement, il faut la comprimer manuellement pour maintenir le pansement hémostatique au contact des vaisseaux sectionnés et lui permettre d'obtenir son effet. Cette compression doit durer au minimum 3 minutes et être la plus forte possible. Si l'arrêt du saignement est obtenu et que le secouriste doit se libérer, un pansement compressif réalisé avec des bandes ou un lien large peut être utilisé pour recouvrir le tout et maintenir le pansement. Passons maintenant à la prise en charge d'une victime qui présente un arrêt cardiaque. Toutes les études scientifiques montrent que la survie des arrêts cardiaques dépend de la rapidité de la reconnaissance de l'arrêt, de la réalisation d'un massage cardiaque externe et de la défibrillation. La reconnaissance de l'arrêt cardiaque est un acte essentiel de la conduite à tenir. Les nouvelles recommandations insistent tout particulièrement sur la réception de l'appel téléphonique par les services de secours publics, que ce soit par les centres de réception et de régulation des appels, c'est-à-dire les centres 15, ou par les centres de traitement de l'alerte des pompiers, c'est-à-dire les CTA. Il est essentiel que les opérateurs soient capables au téléphone d'identifier les signes de l'arrêt cardiaque, de diriger les témoins pour leur faire pratiquer un massage cardiaque externe et qu'ils déclenchent l'acheminement du défibrillateur le plus proche. Pour cela, les CTA doivent se doter d'une cartographie des défibrillateurs et utiliser les applications qui permettent de localiser les secouristes ou les sauveteurs volontaires les plus proches pour porter secours à la victime. Je rappelle que la réanimation cardio-pulmonaire doit être débutée devant toute victime inerte qui ne répond pas quand on l'appelle ou quand on la stimule et qui ne respire plus ou qui présente des gaspes, c'est-à-dire une respiration anormale avec moins de 1 mouvement respiratoire toutes les 10 secondes. Il n'est pas nécessaire de rechercher le pouls pour identifier un arrêt cardiaque. Cette recherche est difficile, fait perdre du temps et retarde la réalisation de la RCP. L'identification de l'arrêt cardiaque ne doit pas prendre plus de 10 secondes et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Une fois commencées, les compressions thoraciques ne doivent plus être interrompues, sauf pour la délivrance d'un choc ou pour la réalisation des insufflations. Le défibrillateur doit être mis en œuvre pendant le massage cardiaque externe, sans interrompre les compressions thoraciques. Les compressions doivent être reprises immédiatement après ou pas la délivrance d'un choc. Enfin, pour éviter que la fatigue des sauveteurs ne modifie la qualité des compressions thoraciques, il faut relayer le sauveteur qui réalise les compressions toutes les 2 minutes. La réanimation cardio-pulmonaire ne sera interrompue que si la victime reprend des signes de vie, c'est-à-dire bouge, ouvre les yeux et présente une respiration normale. Si ce n'est pas le cas, il faut poursuivre la réanimation.
Après récupération d'une activité cardiaque, la récidive de l'arrêt cardiaque est fréquente. Si la victime reprend une respiration normale ou bouge ou ouvre les yeux, il faut arrêter la RCP, réaliser un nouveau bilan d'urgence vitale pour adapter la conduite à tenir et assurer une surveillance constante de la conscience et de la ventilation. Pour réaliser cette surveillance, il faut garder la victime en position allongée sur le dos, défibrillateur en place. Cette position permet de reprendre immédiatement la réanimation si cela s'avère nécessaire. Chez l'adulte, les compressions thoraciques doivent se faire en comprimant la poitrine de 5 cm environ sans dépasser 6. Chez l'enfant, l'amplitude des compressions thoraciques est du tiers de l'épaisseur du thorax, soit de 5 cm environ. Chez le nourrisson, elle sera de 4 cm. Il n'existe plus qu'une seule technique pour comprimer le thorax. Les doigts des deux mains doivent s'entrecroiser et le talon de la main dominante doit être placé au centre de la poitrine, c'est-à-dire dans la moitié inférieure du sternum. Chez le nourrisson, la technique de compression thoracique en plaçant les deux pouces côte à côte sur le centre de la poitrine est la technique qui est réalisée en équipe. La technique à deux doigts en se plaçant sur le côté du nourrisson est réalisée par le sauveteur lorsqu'il est seul. La fréquence du massage cardiaque externe chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson est supérieure à 100 compressions par minute, sans aller au-delà de 120. La recherche du pouls doit être faite pendant la réanimation, lors des insufflations, pour identifier une reprise de l'activité cardiaque. Il faut le rechercher de préférence au pli de laine. Enfin, il est possible d'utiliser les aides au massage cardiaque comme les métronomes pour fixer la fréquence cardiaque ou les profondimètres pour mesurer l'amplitude des compressions. Ces appareils sont de plus en plus disponibles dans les appareils de surveillance des paramètres vitaux de la victime et aident à améliorer la qualité de la réanimation. Quelques recommandations concernent des circonstances particulières. Si la victime en arrêt cardiaque est suspecte d'un traumatisme du rachis, la réanimation reste prioritaire. Toutefois, le secouriste qui ventile la victime doit limiter les mouvements du cou et de la tête. Il n'est pas nécessaire de mettre en place un collier cervical, cela retarderait la réanimation cardio-pulmonaire et rendrait difficile la libération des voies aériennes. Si le pouls carotidien ou fémoral est perçu en dehors des compressions thoraciques et que la ventilation est absente ou anormale, c'est-à-dire inférieure à 6 mouvements par minute ou moins de 1 mouvement ventilatoire efficace en 10 secondes, il faut interrompre les compressions thoraciques et poursuivre les insufflations à une fréquence de 10 insufflations par minute. Un secouriste assurera un contrôle permanent du pouls carotidien ou fémoral. En ce qui concerne la détresse circulatoire, les mécanismes et les signes de cette détresse ont été reprécisés. Ils ont fait l'objet d'une précédente présentation lors des enseignements que nous avons réalisés et qui concernent la préparation aux nouvelles menaces. Ces enseignements s'intitulent « Prise en charge de blessés hémorragiques ou porteurs de plaies graves par arme ». Vous les trouverez sur votre site habituel. En plus des techniques d'arrêt des hémorragies, de l'installation de la victime en position strictement horizontale, de l'inhalation d'oxygène si la SpO2 est basse ou non mesurable, il faut rappeler l'importance de la lutte contre l'hypothermie. L'hypothermie est un facteur aggravant de la détresse circulatoire. Il fait partie d'un des points de la triade létale. Lutter contre l'hypothermie ne se résume pas seulement à recouvrir la victime avec une couverture isotherme. Il faut aussi isoler la victime du sol pour supprimer les pertes de chaleur par conduction, par exemple en installant la victime sur un brancard, sur un tapis, une couverture ou un duvet. Il faut aussi protéger la victime de l'humidité pour limiter les pertes de chaleur par évaporation, en lui retirant les vêtements s'ils sont mouillés et en la rhabillant avec des vêtements secs. Il faut aussi la protéger du vent pour limiter les pertes de chaleur par convection, en enveloppant la victime dans une couverture isotherme, un poncho, ou, comme le font les sauveteurs en montagne, en enveloppant la victime dans une grande feuille de papier bulle. Il ne faut pas oublier, quand on enveloppe la victime, de recouvrir sa tête, dont la surface est non négligeable, particulièrement chez l'enfant. Enfin, il est possible de pratiquer un réchauffement actif en installant la victime dans une cellule sanitaire ou dans un PMA préchauffé, ou en mettant autour de la victime des bouillottes ou mieux des chaufferettes chimiques. Leur mise en place ne doit pas se faire directement au contact de la peau, mais il faudra les isoler d'un contact avec la victime pour ne pas entraîner de brûlure. Dans le domaine de la détresse respiratoire, il faut insister sur l'utilisation de certains appareils pour mesurer le taux de saturation de l'hémoglobine par l'oxygène.
L'équipe de secours doit posséder un lecteur de la saturation périphérique en oxygène, et ce d'autant plus qu'elle a à sa disposition les moyens d'administrer de l'oxygène en complément. La mesure de la saturation périphérique en oxygène facilite l'identification d'une hypoxie. Chez l'adulte, comme chez l'enfant, une saturation périphérique en oxygène inférieure à 94% traduit une hypoxie qui est le signe d'une détresse respiratoire. Chez l'insuffisant respiratoire chronique, le seuil d'hypoxie est fixé à 89% de saturation périphérique en oxygène. Nous abordons maintenant la dernière détresse qui est la détresse neurologique. La paralysie faciale que l'on peut constater par exemple lors d'un accident vasculaire cérébral, ainsi que les convulsions, ont été rajoutés à la liste des signes de la détresse neurologique. Les gestes de secours les plus importants pour faire face à cette détresse sont la position strictement horizontale sur le dos si la victime est consciente ou en PLS si elle a perdu connaissance, ainsi que la protection de la victime contre les intempéries et notamment le froid. L'administration d'oxygène chez une victime qui présente une détresse neurologique ne doit pas être systématique mais doit suivre la recommandation générale de l'administration d'oxygène ou se faire en fonction des consignes du médecin régulateur. En effet, comme chez le malade cardiaque, un excès d'oxygène chez une victime qui présente une détresse neurologique, par exemple un AVC, peut aussi être néfaste. L'administration complémentaire d'oxygène est une technique de premier secours très utilisée dans les détresses vitales. Cette technique a aussi fait l'objet d'une mise à jour. Il existe maintenant sur le marché de nouveaux modèles de bouteilles à oxygène dont l'objectif est de faciliter leur utilisation. Les écrans LCD viennent remplacer nos habituels manomètres à aiguille et leur présentation peut être différente suivant le fournisseur d'oxygène qui est choisi. Ces écrans possèdent une plage colorée qui indique la pression qui règne à l'intérieur de la bouteille, un affichage direct de l'autonomie de l'utilisation de la bouteille, exprimé en minutes ou en heures, et qui varie en fonction du débit affiché. Enfin, une jauge graduée par quart avec alarme sonore nous indique la pression résiduelle. Un point important qui concerne la sécurité doit être connu de tous. Les analyses d'accidents qui sont survenus lors de l'administration d'oxygène ont montré qu'ils survenaient le plus souvent avec des bouteilles qui avaient été endommagées. C'est pourquoi toute bouteille qui a chuté ou qui présente une anomalie ou une défaillance ne doit plus être utilisée. Elle doit, quelle que soit sa pression résiduelle, être remplacée et rapportée au responsable chargé de l'oxygène, c'est-à-dire à la pharmacie du groupement santé en ce qui concerne le bataillon des marins-pompiers de Marseille, accompagné d'un état de constatation des dégâts. Les indications de l'administration d'oxygène en inhalation ont été revues. L'oxygène doit être administré chez toute victime qui présente une détresse vitale tant que la SpO2 n'a pas été mesurée ou si sa mesure ne donne aucun résultat. Chez toute victime qui présente une hypoxie, objectivée par la mesure de la SpO2, c'est-à-dire une SpO2 inférieure à 94% chez l'adulte ou l'enfant, et inférieure à 89% chez l'insuffisant respiratoire chronique en décompensation, et qui est le plus souvent sous oxygène à domicile. Chez toute victime qui présente une intoxication au monoxyde de carbone ou aux fumées d'incendie, et ce, quel que soit le niveau de la SpO2, car les appareils de SpO2 ne font pas la différence entre l'oxygène et le monoxyde de carbone qui est fixé sur l'hémoglobine. Enfin, chez toute victime qui présente des signes liés à un accident de plongée en décompression, quel que soit le niveau de la SpO2, pour faciliter l'élimination des gaz qui sont dissous dans le sang et qui augmentent lors de la plongée. Pour administrer de l'oxygène en inhalation, plusieurs modes d'administration peuvent être utilisés. Le masque à haute concentration, qui est le plus connu et qui permet d'obtenir une concentration en oxygène de l'air inspiré entre 60 et 90% si le débit affiché d'oxygène est entre 8 et 15 litres minute. Le masque à haute concentration est à privilégier chez la victime hypoxique avec un débit de 15 litres minute. Le masque simple, qui ne possède pas de réserve à oxygène, et peut entraîner d'ailleurs si le débit n'est pas suffisant une réinhalation de l'air expiré. Il permet d'obtenir une concentration en oxygène de l'air inspiré entre 40 et 60% si le débit affiché d'oxygène est entre 6 et 10 litres minute. Nous n'avons pas choisi au bataillon des marins-pompiers de Marseille de doter les VSAV de ce type de masque, car le masque à haute concentration est le moyen le plus efficace et suffisant pour administrer de l'oxygène chez une victime hypoxique sans entraîner de possibles effets adverses. Enfin, les lunettes à oxygène,
Elles seront en dotation des VSAV du bataillon des marins-pompiers, mais vous pouvez déjà être amené à les utiliser, particulièrement lors de la prise en charge d'un insuffisant respiratoire chronique, s'il est doté de ce moyen d'administration d'oxygène. Les lunettes à oxygène sont le dispositif de choix à utiliser chez l'insuffisant respiratoire chronique, victimes qui sont le plus souvent très sensibles à l'oxygène. Quels sont les débits d'oxygène à administrer lors d'une inhalation d'oxygène ? Si vous utilisez le masque à haute concentration, le débit d'oxygène initial à afficher est de 15 litres minute. Si vous utilisez un masque simple, le débit d'oxygène initial à afficher est de 10 litres à la minute. Pour ces deux masques, l'objectif sera ensuite d'adapter le débit d'oxygène pour maintenir une SPO2 entre 94 et 98%. Ainsi, à l'approche de 98%, vous pouvez diminuer le débit d'oxygène sans aller en deçà de 8 litres minute pour le masque à haute concentration ou en deçà de 6 litres minute pour le masque simple. En ce qui concerne l'insuffisance respiratoire chronique en décompensation respiratoire, il est préférable, comme nous l'avons vu, d'utiliser les lunettes à oxygène avec un débit initial de 1 à 2 litres à la minute. Si la victime est déjà sous oxygène, le débit affiché sera de 1 à 2 litres minute en plus de son débit habituel. Je rappelle que l'objectif de saturation chez l'insuffisance respiratoire chronique est entre 89 et 94%. Pour terminer cette première partie, voici les mises à jour qui concernent l'accouchement inopiné et la réanimation du nouveau-né à la naissance. Après l'accouchement et en l'absence d'équipe médicale, l'équipier secouriste doit réaliser une évaluation de l'état clinique du nouveau-né. Pour cela, il apprécie son tonus, sa respiration et la présence de cris. Un enfant en bon état clinique à la naissance respire correctement, est tonique et crie. Il est courant de dire qu'il faut aussi évaluer sa couleur. Toutefois, la présence d'une cyanose est assez courante à la naissance et n'est pas forcément un signe d'hypoxie. Par contre, une pâleur importante est un signe anormal. Ainsi, lors du bilan du nouveau-né, il faut rechercher une pâleur de l'enfant et le préciser lors de la transmission du bilan. L'équipe secouriste doit réaliser un clampage et une section du cordon après la naissance en l'absence d'équipe médicale. Ce clampage puis la section du cordon ne doivent pas être précoces. Il faut laisser s'écouler au moins 1 minute avant de clamper le cordon. La section sera ensuite réalisée avec le matériel spécifique stérile qui est à disposition de l'équipe. Il permettra de réaliser une désinfection, puis la section du cordon dans de bonnes conditions. Le clampage du cordon n'est pas urgent si l'enfant présente un état clinique satisfaisant. Par contre, il facilite ensuite la prise en charge du nouveau-né et sa protection contre l'hypothermie. La réanimation du nouveau-né est un module qui est enseigné au bataillon des marins-pompiers de Marseille, plus particulièrement lors de la formation des chefs de VSAV. Il ne faut pas confondre la réanimation du nourrisson et la réanimation du nouveau-né à la naissance. C'est pour cela que nos confrères parisiens appellent cela l'animation du juste-né, pour bien différencier l'arrêt cardiaque chez le nourrisson de la détresse du nouveau-né au moment de l'accouchement. Chez un nouveau-né à la naissance qui ne crie pas, qui est inerte et n'a toujours pas commencé à respirer, il faut, après avoir sectionné le cordon, continuer de le stimuler, par exemple en le frottant sous la plante des pieds ou dans le dos. Puis, s'assurer que ses voies aériennes sont libres. Il faut installer le nouveau-né sur le dos tout en gardant la tête en position neutre, en glissant sous ses épaules un billot pour éviter que la tête soit en flexion. En cas d'encombrement identifiable par la présence de méconium, liquide visqueux, blanchâtre ou sombre, présent au niveau de la bouche ou du nez à l'accouchement, il faut réaliser une aspiration de ce liquide. L'aspiration des sécrétions du nouveau-né à la naissance n'est pas systématique. Elle est réalisée seulement chez le nouveau-né en détresse qui présente un encombrement des voies aériennes. Après avoir libéré les voies aériennes, l'état clinique du nouveau-né est réévalué et l'apparition de mouvements ventilatoires recherchés. Si le nouveau-né ne respire toujours pas, on réalise à l'air libre, sans oxygène complémentaire, 40 insufflations. L'objectif de ces insufflations est de gonfler les poumons, c'est-à-dire d'introduire de l'air dans les poumons qui sont encore pleins de liquide. Les premiers mouvements ventilatoires sont essentiels et sont souvent suffisants pour améliorer très rapidement l'état respiratoire de l'enfant. Afin de bien pneumatiser les poumons, il est recommandé pour les 5 premières insufflations de s'assurer du gonflement de la poitrine
est de maintenir à chaque insufflation les poumons gonflés pendant 2 à 3 secondes pour faciliter ainsi l'expansion pulmonaire. Après les 40 insufflations, il faut réévaluer l'état du nouveau-né. Si la ventilation de l'enfant ne s'améliore pas, s'il ne crie pas, ne respire pas et reste inerte, alors il faut débuter un massage cardiaque externe à une fréquence de 120 compressions thoraciques par minute, suivie d'une réanimation cardio-pulmonaire qui alterne 3 compressions thoraciques avec une insufflation. Les insufflations pourront à partir de ce moment-là être réalisées avec un apport d'oxygène. L'état du nouveau-né est évalué toutes les minutes durant cette réanimation. Si l'équipe qui intervient est dotée de moyens qui permettent de mesurer avec certitude la fréquence cardiaque, il est possible d'adapter les manœuvres de réanimation à la fréquence cardiaque. Si la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute, il faut pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Si la fréquence cardiaque est comprise entre 60 et 100 battements par minute, il faut réaliser une ventilation artificielle seule à une fréquence de 40 à 60 insufflations à la minute. Enfin, si la fréquence cardiaque est supérieure à 100 battements par minute, il ne faut pas réaliser de manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire, mais surveiller attentivement le nouveau-né dans l'attente d'un relais médical. Naturellement, toute cette conduite à tenir ne se conçoit que dans l'attente d'un renfort médical qui est demandé dès que l'équipe de secours est confrontée à cette situation. Nous avons maintenant terminé cette première partie des recommandations en secours à personne applicables au BMP depuis le début de cette année 2019. Si vous désirez avoir des informations complémentaires sur cette partie, vous pouvez prendre contact avec les formateurs en secours à personne ou en premier secours de vos CIS ou du Centre municipal de formation aux techniques du premier secours. Vous pouvez aussi vous adresser à votre autorité en matière de santé, c'est-à-dire les infirmiers ou médecins du groupement de santé. Enfin, vous pouvez me contacter directement à l'adresse qui s'affiche ici si vous le désirez. Je vous incite à visionner les 3 autres parties de ces nouvelles recommandations 2019 qui sont disponibles sur votre site habituel et qui portent sur les affections médicales, les affections traumatiques et puis les affections circonstancielles. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette présentation et puis je vous donne rendez-vous pour les prochaines parties.